Bon, bonjour tout le monde, c'est l'avant-dernière conférence de la journée, je crois. Donc, Noman Cherkaoui, donc je suis auteur et directeur général adjoint de BPCE Solutions Informatiques, qui est la DSI Retail du groupe BPCE. Alors, de quoi je parle aujourd'hui Avant de commencer mon propos, j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que vous savez quel est le pays qui est totalement souverain aujourd'hui dans le monde? Qui? Pardon? Non, Nouvelle-Zélande non plus. Oui. Eh ben, il n'y en a pas. Aujourd'hui, aucun pays dans le monde n'est totalement souverain, ni la France, ni l'Europe, ni les États-Unis, ni même la Chine. Pour deux raisons principales. Depuis longtemps, depuis des années, depuis des siècles, on a considéré la souveraineté, en tout cas la puissance, comme étant le nombre de kilomètres carrés. On a considéré la puissance, c'est les armées, c'est la puissance nucléaire, c'est la puissance industrielle. Depuis le XXIe siècle, tout ça, ça a changé. Parce qu'aujourd'hui, un État puissant n'est pas celui qui maîtrise le nombre de kilomètres de côtes sous-marines. C'est vraiment les câbles sous-marins. Celui qui a des convictions sur l'industrie. Celui qui maîtrise les chaînes logistiques de livraison des puces numériques, par exemple. C'est ça la vraie souveraineté aujourd'hui. Elle a changé de paradigme. C'est pour ça qu'on parle d'un changement de paradigme. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que aujourd'hui, la souveraineté qui était dans les États, elle a été transformée, elle a été déplacée vers les plateformes, déplacée vers les réseaux sociaux, déplacée par les centres d'hébergement de données. Ce déplacement a fait qu'aujourd'hui, la souveraineté, elle est galvaudée. Ce n'est pas la définition qu'on en fait. On en parle souvent d'autonomie stratégique, et c'est le vrai mot, et c'est le bon mot. C'est vrai que moi aussi, j'utilise le mot souveraineté par facilité, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à nous parler les uns et les autres. Quand on prend aujourd'hui le numérique, il est le centre névralgique de nos économies, de la santé, de l'éducation, de l'armée, de l'industrie, de la finance. Donc il est partout. Et quand on est dans un centre névralgique, c'est une colonne vertébrale. Et celui qui contrôle la colonne vertébrale, il a une puissance. D'où le fait que je parle dans le livre de l'emprise du code. Alors, de quoi je parle effectivement? Globalement, quand on voit un petit peu la carte du monde a changé. Et dans le changement de la carte du monde, on est resté dans une vision du monde d'avant, le monde du XXIe siècle, dans lequel, quand on maîtrise les kilomètres carrés, on maîtrise la puissance. Quand on maîtrise les armées, on maîtrise quelque chose de plus différent. Aujourd'hui, la puissance nucléaire a laissé la place à la puissance quantique. Et je m'explique. Il y a quelques années, quand on disait qu'on avait des têtes nucléaires, on peut attaquer Nagasaki, Hiroshima, et ça fait tout de suite, on gagne la guerre. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit un pays, un peuple. Aujourd'hui, grâce au quantique, et demain, le quantique augmenté par l'IA, on peut faire des attaques massives. Et ça sera sans mort. S-A-N-S. Mais ça ne sera pas avec une image dans les télévisions qu'un champignon. Donc on va avoir un impact populaire, un impact public. Mais quelque part, on aura détruit quelque chose, une économie entière. Et c'est encore plus ravageur que la bombe nucléaire elle-même. Donc aujourd'hui, quand on prend, par exemple, sur la carte que vous avez devant vous, c'est les câbles sous-marins. Vous avez vu, j'aurais pu poser la question, combien de câbles sous-marins il y a dans le monde? 550. Combien les Européens en ont en propriété? Moins de 9%. Moins de 9%, bon, quelques-uns vont me dire c'est 13 ou 11 ou 12 parce qu'on a des consortiums avec des pays européens et des grands GAFA. La majorité de ces câbles-là appartient aux GAFA. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que c'est les GAFA qui ont aujourd'hui la main sur les câbles nucléaires, les câbles sous-marins. C'est quand même l'absurde révélateur. Donc aujourd'hui, quand on voit que les câbles, ils ne nous appartiennent pas, 1,5 million de kilomètres de câbles, bon, en France, on a un avantage important, c'est qu'on a Marseille. Et qu'est-ce qu'il y a à Marseille? Voilà, 1-0 pour vous. Bon, on est sur les terres du PSG. En fait, il y a tout le nœud de raccordement, le plus grand nœud européen de câbles sous-marins qui fait qu'on a quand même une capacité de négociation qu'on peut avoir demain. Mais ça c'est un peu Hormuz pour les Iraniens. Hein. Ça ne change rien, c'est juste une capacité de négociation, de peser sur le débat et de peser sur le sujet. Quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, on va aller sur le cloud. 70% du cloud utilisé en Europe, infra et logiciel, il est aux mains de nos providers américains. Ce n'est pas pour autant que je dis qu'on est anti-américain, anti-chinois ou anti-quoi que ce soit. C'est juste qu'on a donné cette capacité. Ce n'est pas les adversaires. Hein. L'important aujourd'hui, c'est qu'on a le service qui était rendu. Mais on a laissé faire. Et quand on dit qu'on a cette dépendance névralgique, dépendance importante, en géopolitique, une dépendance névralgique, ça veut dire une vulnérabilité potentielle. Et c'est là où le bas qui blesse, parce qu'on est dépendant de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand on voit à côté les puces, aujourd'hui, un pays européen, un pays africain, un pays même asiatique aux États-Unis, si demain il y a une interruption de Taïwan, enfin de la livraison des puces améliorées de Taïwan, à combien de jours vous estimez qu'on peut survivre sans? Une semaine, 2, 3, c'était calculé, 2 mois et demi. En 2 mois et demi, il y a un ralentissement de l'économie. Il n'y a plus de finances, il n'y a plus de santé, la cybersécurité. En fait, on est un peu vulnérable d'une manière
incroyable. Et ça, je dis, c'est une erreur stratégique qu'on fait au niveau politique. Je ne parle pas de nous, parce que je reviendrai à nous, parce que chacun d'entre nous a une responsabilité aussi, et qui fait que globalement, cette responsabilité, elle est partagée. La souveraineté, en fait, c'est pas ce que l'on croit. C'est pas ce qu'on croit parce que c'est pas une autarcie technologique. Les Américains aussi, ils sont dépendants. Ils sont dépendants des puces taïwanaises. Ils sont dépendants des matériaux rares. Ils sont dépendants des chaînes logistiques. Les Chinois sont aussi dépendants. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on a accepté cette dépendance? Est-ce qu'on a eu le choix? Est-ce qu'on a accepté de peser sur le choix? Aujourd'hui, j'ai souvent tendance à dire à chaque fois que l'Europe n'a jamais été à la table de négociation, elle a été au menu. Parce que, rappelez-vous, quand on était étudiant, quand on a voté le traité de Maastricht, on avait dit que l'Europe était un marché. Vous vous rappelez, hein, c'est le marché européen, ça s'appelle. On est un marché pour nous-mêmes, mais aussi un marché pour les autres. Donc les gens viennent se nourrir chez nous, en fait, les Américains, les Chinois, tout le monde. Donc quand on a été un marché, on n'a jamais construit l'Europe pour être une puissance. Ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, on a continué à s'élargir et cette notion de puissance est tout à fait récente. Grâce à qui? Grâce à Trump. Parce qu'il a commencé à nous mettre devant nos responsabilités. On pensait que les Américains, ce sont des alliés. Ça l'a été. Maintenant, ils ne le sont plus. Parce que chacun gère ses propres intérêts. Donc, cette souveraineté numérique qu'on n'a pas voulu voir, l'Europe, elle est devant un choix important. Un choix qui fait que, globalement, il faut qu'on choisisse un peu notre souveraineté. Et là, dans le livre dont je parle aujourd'hui, j'ai classifié ça en 3 cercles de souveraineté que j'ai été inspiré par ce qu'a fait la sécurité nationale en 2014. Comme quoi la question, elle a commencé à peser en France depuis quelques années déjà. Le premier cercle, ce que j'appelle le cœur non négociable. C'est quoi un cœur non négociable? C'est les données stratégiques, c'est la santé, notre identité numérique, la justice, l'infrastructure vitale. Ce n'est pas négociable. Si on veut peser demain sur la table de négociation, il faut que ces actifs-là ils soient chez nous, en France, en Europe. Alors pourquoi je dis France, Europe à chaque fois? Vous allez comprendre. Parce que la France toute seule ne pourra pas peser devant les Chinois et les Américains. On est peut-être la 5e puissance, 6e puissance, ça dépend selon les syndicats ou selon la police hein, en termes de classement. Mais aujourd'hui, la puissance française ne peut rien faire sans la puissance européenne. Parce qu'on a un marché qui est hyper petit, parce qu'on est un pays qui pèse aussi, mais pèse par rapport à des créneaux. Et là, on revient à une erreur stratégique qu'on a faite en France et en Europe. C'est pendant longtemps, on a pensé que nous pouvons peser dans le monde. Oui, on l'a fait il y a quelque temps, quand le monde était ce qu'il était. Mais la nouvelle carte du monde, imaginez bien aujourd'hui qu'on a pris du retard. Et ce retard-là, il n'est pas indéniable, je reviendrai, on va rattraper le retard. Donc le cœur non négociable. Le deuxième cercle, ça s'appelle les interdépendances choisies, pour lequel on choisit nos alliances, on choisit nos alliés, on sait avec qui on va travailler, avec qui on va être interdépendant. Demain, hier ou avant-hier, il y avait un accord avec l'Allemagne, je ne sais pas si vous avez vu sur le quantique, dans lequel il y a un accord stratégique pour moyen et long terme. Je m'explique, la France est très très forte dans le calcul quantique, très très forte. On est apparemment les premiers pays au monde avec la Belgique. Par contre, les Allemands sont très forts dans la cryptographie quantique. Donc on a fait un accord pour partager ce savoir-faire. Nous, on va aider les Allemands à devenir très forts en calcul quantique, et eux, ils vont nous aider dans la cryptographie. Ça s'appelle une alliance stratégique. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher. On va continuer à former nos ingénieurs, à former nos équipes, à faire de l'infra. On a choisi cette interdépendance. Vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. Et le dernier cercle, les dépendances acceptées mais surveillées, pour lequel on peut dire globalement les matériaux rares, on n'a pas. Il y a un certain nombre de puces qu'on n'a pas. Il y a les Allemands, les Hollandais qui nous aident avec la lithocryptographie qui est hyper importante, mais c'est quelque chose qu'on choisit de travailler dans la cible, avec une condition de réversibilité. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est sur un dispositif dans lequel il faut arriver à négocier. Pour arriver à négocier, il faut avoir quelque chose. Enfin, parfois, on arrive à négocier une matière qu'on n'a pas. Oui, donc l'Europe, c'est un continent. C'est un continent qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on arrive avec un choix de vérité. On a des atouts. L'Europe, c'est une puissance industrielle. L'Europe, c'est une puissance économique. Mais l'Europe, c'est aussi une puissance de réglementation. Je crois qu'on est le continent qui a produit le plus de réglementation depuis l'Empire romain. Bon, on a tout fracassé. Depuis tous les jours, il y a des règlements européens, des décrets appliqués. C'est vrai que personnellement, j'étais hyper contre tout ça parce que je me disais, waouh, on passe notre temps à réglementer une matière qu'on ne maîtrise pas. On réglemente le cloud, pas des PSQL européens. On réglemente l'IA, on n'arrive pas à faire de l'LM. On réglemente tout, mais on n'a rien en fait. On était comme dans un match de Roland Garros, pour changer un peu. On est un arbitre en plein milieu, il y a Nadal, Federer, on fait 5-5, 15A, 30A, avantage. On est un arbitre, on n'est pas joueur, on n'était pas dans le terrain. Donc à un moment donné, on s'est dit, merde, à la fin, il faut quand même qu'on se bouge, qu'on fasse quelque chose. On se dit, l'Europe, elle a cette capacité à faire de la recherche académique hyper puissante. Elle a cette capacité à incuber des startups hyper importantes. Et son problème, c'est quoi?
Le problème, c'est qu'il ne devient pas une puissance industrielle. Ce passage à l'échelle, on n'arrive pas à le réussir. Ce que les Américains réussissent très très bien. On a des taux de mortalité de nos startups et de nos licornes est très élevés parce qu'on n'arrive pas à les pousser à faire plus. Et pourquoi? Parce que le système américain est très connu. Il y a un État puissant. On est un État puissant. L'Europe est un État puissant. Mais en fait, il n'y a pas d'écosystème. L'écosystème américain, avec les privés, le public, la recherche académique, il est très puissant parce qu'il arrive toujours à scaler, ce qu'on appelle le scaling. C'est ça, en fait. C'est comment passer de l'état d'une petite start-up, d'une petite fintech, à devenir un état important industriel. Ça nécessite quoi, en fait, à votre avis, pour qu'il puisse devenir, je veux dire, un grand mastodonte? Comment? Oui, on a un peu d'argent. De l'argent et surtout de la commande publique et de la commande tout court. Parce qu'aujourd'hui, un des premiers secteurs aux États-Unis qui fait de la commande publique, c'est la défense. On a beaucoup parlé d'un certain nombre de solutions. Bon, je vais en parler de quelques-unes. Comme Palantir, par exemple. Palantir, c'est une émanation du Pentagone, financée par la CIA. Elle devient aussi un super grand outil. Il est puissant parce que je l'ai vu de mes propres yeux tourner sur certaines infrastructures. Il est puissant. Mais Palantir, sans un financement de la DARPA, qui était l'équivalent de BPI France, mais de manière un peu puissante, parce qu'ils suivent un petit peu les évolutions des startups jusqu'à plus que l'incubation, ils ont réussi à garder des moyens pour se développer. Nous, en Europe, on n'a pas ce paradigme-là. Parce qu'en fait, on a pris le capitalisme et la libre concurrence à la lettre. Les Américains, ils financent leurs startups. Les Chinois, ils financent leurs startups, même à perte. Nous, on n'a pas cette condition-là. Et finalement, un certain nombre de pépites en France et en Europe, ils ont un petit peu éclaté en plein vol parce qu'ils n'ont pas eu ça à faire. Donc oui, le numérique est devenu une politique industrielle. On s'est trompé en fait en Europe. On s'est trompé parce qu'on a considéré le numérique comme un secteur économique. Ce n'est pas un secteur économique. Le numérique, c'est une infrastructure stratégique. C'est un driver de pouvoir. C'est un incubateur de décision, de puissance. C'est ça la différence entre les Américains, les Chinois et les Européens. Pendant longtemps, les guerres se sont réalisées dans les cieux, sur terre, dans les mers. Mais aujourd'hui, c'est la cybersécurité. C'est les data centers. C'est les LLM. C'est les réseaux sociaux. C'est ça ce qui fait que la puissance est en train de se déplacer. Et on ne s'est pas rendu compte au niveau politique parce qu'on a continué à regarder encore le monde avec l'ancien carte géographique. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, la bataille qui commence, c'est laquelle? La bataille qui commence, elle est encore plus grave parce qu'il y a l'IA qui arrive. Avant, on parlait du digital tous les matins. Après, c'était la data matin et midi. Et maintenant, c'est l'IA matin, midi et soir. Et même le week-end dans les dîners de famille. Ça devient très présente. Le danger que je vois et que j'alerte depuis quelques temps, c'est que moi, je suis un technophile et très optimiste. Je ne suis pas des gens qui disent on va tous mourir, c'est la fin du monde. Non, 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 ce n'est pas la fin du monde. Les technologies arrivent et pas, d'autres technologies vont arriver et on va bouger. Ce qui va arriver aujourd'hui, c'est qu'on est en train de multiplier quelque chose qui s'appelle l'information. Vous avez vu que la production de contenu n'a jamais été aussi importante. La manipulation, la désinformation. Et tout ça, ça veut dire de l'influence. Et l'influence, elle est hyper grave parce qu'on ne maîtrise pas les algorithmes, donc on ne maîtrise pas les données. On ne maîtrise pas comment ils tournent, quel référentiel culturel, quel référentiel démocratique, quel référentiel de data et dans quel pays et dans quelle culture. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on ne va plus distinguer le vrai du faux, l'humain de la machine, et donc l'information de la manipulation. Et derrière, qu'est-ce que ça implique? Parce que ce n'est pas que technique, c'est éminemment démocratique. Et on est tous là en France et en Europe parce qu'on adore ce continent, on adore ce pays, parce qu'il y a une démocratie, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté d'action, il y a une liberté d'entreprendre. Et globalement, ce qui va arriver, c'est que la démocratie nécessite une condition fondamentale. C'est un espace commun de confiance. Donc s'il n'y a pas de confiance, je suis désolé, la démocratie est fragilisée. Et donc tout ce qui a fait qu'on est là et qu'on travaille ensemble, il se retrouve corrompu. Et s'il est corrompu, il n'y a plus besoin d'aller voter parce que ça sera déjà fait par avance. On l'a vu déjà dans certains pays, avec des contenus TikTok, etc., qui passent et qui manipulent de manière intentionnelle et agressive certaines personnes qui n'ont pas eu à faire leurs propres idées. Forcément, ils sont manipulés, forcément, ils votent parce que quelqu'un les a orientés. Donc ça, c'est le danger que je vois et pour lequel il faut qu'on arrive à se bouger. Alors, les nouvelles dimensions. Donc, l'Europe aujourd'hui, elle est devant ce choix historique. Ce choix historique nécessite un certain nombre de décisions, un certain nombre d'actions, un certain nombre de choix courageux. Depuis longtemps, et je l'avais dit, monsieur a dit tout à l'heure, le financement, oui, il y a de l'argent en Europe. Franchement, il y a de l'argent. Le problème, c'est qu'il est mal alloué, il est mal orienté. On veut être puissant partout, on veut être bon partout. Et ça, c'est une erreur stratégique. On ne va jamais réussir à avoir un nouveau Google, un nouveau Microsoft, jamais, parce que c'est pas que c'est trop tard. C'est pas le modèle européen. Créer encore un mastodonte européen, on revient au même sujet. Il était dépendant de Google.
on va être dépendant de foufou ou de mama ou d'autre chose. Ça ne change pas la donne. L'idée, c'est de faire des champions locaux, des champions à notre taille, des champions dans des verticales pour lesquelles on peut être puissant, on peut négocier. Aujourd'hui, pour négocier, il faut avoir une carte à jouer. Ces cartes-là, on ne les a pas parce qu'on a éparpillé l'argent partout, éparpillé les financements et on se retrouve aujourd'hui avec un petit chouïa de chaque, mais rien de beaucoup. Donc on est nulle part, on est en même statut qu'avant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut à l'Europe, c'est de choisir ses batailles. Choisir là où il faut qu'elle pèse, là où il y a un avantage concurrentiel, là où il y a un avenir, là où il y a une valeur démocratique ou une valeur de partage. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que l'Europe essaie de faire aujourd'hui. Essaie de réfléchir dans un plan qui sera différent. Vous avez vu qu'en juin 2025, il y a le plan européen qui est sorti pour le quantique. Moi, je l'ai lu, je ne sais pas qui l'a lu. Il fait quelques centaines de pages et essaye de comprendre un peu ce qu'ils veulent. Ce qu'ils disent l'Europe aujourd'hui, on sera totalement souverain. Vous savez quelle année ? 2030. Vous y croyez, vous ? Moi, j'y crois pas. 2030, c'est demain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait la même erreur encore à chaque fois. On va être bon partout. Alors, c'est impossible d'être bon partout parce qu'il y a des gens qui prennent de l'avance. Et pour rattraper de l'avance, il faut choisir ses batailles. Enfin, on a tous lu des bouquins de guerre, etc. Et on a vu un petit peu les stratégies. Les stratégies, c'est choisir, c'est relancer. Relancer à être bon partout. En fait, moyen partout, mais bon quelque part. Et ça, c'est culturel parce qu'on le voit. Moi, j'ai des enfants et à l'école, quand je me ramène un bulletin, il est très mauvais en maths ou très mauvais en physique et très fort en français ou en géo. Qu'est-ce que je fais, à votre avis ? Je lui paie des cours pour être bon en maths et en français, ou là où il est mort. C'est là où on a un biais culturel. Mais s'il est bon là où il est bon, il faut cultiver là où il est bon. Là où il est mauvais, il sera toujours mauvais. D'ailleurs, il est toujours mauvais. Donc, ça ne change rien. Donc, j'investis de l'argent et du temps, et finalement, il ne s'est pas amélioré. Alors, on n'appuie pas sur nos forces. Et ça, c'est culturel. Les Américains, les Chinois, ils n'ont pas ce biais-là. Il faut qu'on toujours... voilà, ça commence par nous et ça continue. Donc, aujourd'hui, on a devant des choix collectifs, des choix individuels. Là, par exemple, je vous pose une question encore une fois. Vous connaissez le moteur de recherche Quant ? Combien d'entre vous, c'est intrusif, je suis désolé, utilisent Quant tous les jours pour chercher des informations ? Quelques-uns. Voilà. Mais moi j'ai les deux. J'ai Quant, et quand Quant n'arrive pas à répondre, j'utilise Google. C'est pas parce que j'ai peur de Google, etc. Non, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai pas envie d'avoir ma vie, mes recherches partout. Donc j'essaie de faire un choix personnel, un choix engagé, un choix fort, de dire peut-être que j'aurai pas la meilleure réponse, mais je continuerai à utiliser Quant. Et quand Quant il commence à répondre à côté de la plaque, je bascule sur Google. Mais en tout cas, il n'a pas eu 3-4 réponses que j'avais fait avant. Donc ça, c'est des petites actions qu'on peut faire individuellement, qu'on peut imposer dans les entreprises pour que le moteur de recherche qui sort en première page, par exemple, soit Quant. C'est pas évident, parce qu'après, vous aurez des grèves. Puisque je dis, moi, je suis habitué à Google, tu mets Quant, il est nul, l'interface, elle est pourrie, etc. Donc, ce qui nous ramène à dire qu'on est devant des choix. Moi, je préfère faire des choix courageux, quitte à ce qu'ils soient imparfaits. Des choix courageux, quitte à qu'ils soient assumés. Et des choix courageux, même si on a choisi des outils américains ou chinois, il y a aux Israéliens, aux Cubains, aux Marocains, aux Sud-Africains, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire, j'ai choisi en connaissance de cause. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas cette courage-là. Parce qu'on a une tendance, et moi, le premier, vers la facilité. Et ce que j'appelle moi du renoncement. Et le renoncement, il n'y a pas pire. Parce qu'on renonce parce que c'est plus trop compliqué, parce que c'est trop tard, parce qu'ils sont très avancés, parce que j'ai des DSI qui vont me dire je préfère faire une solution américaine ou chinoise qui marche plutôt qu'une solution européenne qui marcherait peut-être pas. Parce qu'on a un manque de courage et d'engagement individuel et collectif. Et ça, l'Europe ne va pas le régler pour nous. C'est nous qui allons le régler individuellement et collectivement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me bataille tous les jours parce que je me dis, à un moment donné, il faut que je donne l'exemple, sinon je ne donne pas l'exemple, ça ne sert à rien de faire des discours et des livres. Alors, selon Prise de Code, je ne suis pas resté qu'au stade de l'incantation ou de l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui. Les pistes d'action, vous les connaissez déjà. Tout d'abord, c'est la commande publique, d'abord avant la commande privée. On ne peut pas demander aux entreprises privées de faire 25, 30%, 40% de leurs achats aujourd'hui de tech, européens ou françaises, si finalement l'État lui-même ne donne pas l'exemple. Vous avez vu que les Allemands, ils ont choisi Vision à la place de Palantir, justement. Vous savez qu'est-ce qu'on utilise, nous, en France, à la DGSE ? Palantir, voilà. Donc, à un moment donné, on ne peut pas donner l'exemple pour dire, tiens, comment on dit l'exemple ? Faites pas ce que je dis, mais dites ce que je fais, ou je ne sais pas quoi. On est un peu arrivé à ce stade-là de schizophrénie. Une des pistes d'action qui est pas importante, c'est que il faut des alternatives. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des collègues DSI partout en France, même en Italie, en Espagne, qui me disent « Noaman, c'est sympa ton discours, mais il n'y a pas d'alternative.
J'ai dit si, il y a les alternatives. Parce que si vous regardez que le Forrester ou que le Gartner, ben oui, forcément, il n'y a pas d'alternative. Ce que je leur dis, moi, aujourd'hui, il faut aller chercher les alternatives là où ils sont. Il y a des petites boîtes super géniales. Il y a des petites pépites qui font beaucoup de trucs importants. Mais en fait, en Europe, au-delà du biais culturel qu'on a pour toujours améliorer là où on est mauvais, on a un biais, c'est qu'on a un savoir-faire, mais on ne sait pas le faire savoir. On est très mauvais en communication, on est très mauvais en marketing, c'est vrai. Hein, moi, les ingénieurs, moi j'ai eu des présentations, ils sont venus me voir. J'ai un super outil américain qui est venu, sincèrement, ils étaient à 15, super costard, les PPT c'était génial, etc. Tu sors de là, tu as des étoiles dans les yeux. C'est vraiment, comment dire, c'est Walt Disney, quoi. Tu sors de là, tu es content, il n'y a pas de contenu. Et tu as la petite boîte française qui arrive, super géniale, des petits jeunes, basket, jeans, ils passent, un Excel pourri, des slides, ils sont perdus, alors que le contenu y était. Ils étaient en train de parler en anglais, en français, pas en anglais. En fait, c'était le bazar. À un moment donné, ils disaient faites-moi la démo, et la démo était géniale. En fait, on a cette culture d'ingénieurs, de techniciens, on n'arrive pas à savoir vendre, et ça, c'est quelque chose qui va nous faire du mal dans le futur. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Plusieurs choses. La première, c'est que il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour réfléchir. Il n'est pas trop tard pour comprendre, il n'est pas trop tard pour agir. Et quand il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard d'agir collectivement et individuellement pour une Europe autonome, autonomie stratégique, pour une France qui pèse demain, pour quelque chose qui nous permettra de demain, quand on prend une décision, on les prenne de manière réfléchie. Moi, je ne suis pas contre les solutions qui ne sont pas françaises européennes, je suis pour le droit de choisir, pour le droit de comprendre, pour le droit d'agir. Et surtout pour qu'on puisse, nous, en tant qu'ici, les talents qu'il y a autour dans la SAP, c'est notre avantage concurrentiel. Il n'y a pas autant de talents dans le monde que ce qu'il y a en France et en Europe. Merci à vous et bonne continuation.